Merci, Madame la Présidente. Donc, je vais me prononcer aujourd'hui sur cette motion apportée par la collègue de Trinity Spadina. Même si, et on l'a vu par les débats, c'est un dossier qui est éminemment ontarien, puisque le Québec a déjà, en vertu de l'entente Canada-Québec, une entente qui prévoit un transfert des fonds en matière d'intégration des immigrants directement au gouvernement du Québec, qui est d'ailleurs, c'est normal que ce soit fait comme ça parce que c'est le gouvernement qui est le plus à même de participer à cette intégration-là des immigrants. Pourquoi? Parce que les principaux leviers sur lesquels les gouvernements, les États ont pour participer à l'intégration des immigrants relèvent du gouvernement du Québec. On n'a qu'à penser à l'éducation, sans aucun doute, qui est une question fondamentale. C'est le gouvernement du Québec qui le contrôle. La formation de la main-d'œuvre, c'est le gouvernement du Québec. Les services sociaux, c'est le gouvernement du Québec. Donc, c'est normal, efficace et intelligent qu'une politique d'intégration des immigrants soit mise en œuvre par le gouvernement qui est le plus à même de le faire. D'autre part, évidemment, puisque la question de l'immigration est capitale pour le Québec en termes de son avenir, en termes de l'adhésion d'une majorité de ces immigrants-là au choix de vivre ensemble en français, eh bien, évidemment, on veut garder le contrôle là-dessus, entre autres pour s'assurer qu'on ait les moyens d'offrir. Vous comprendrez, Mme la Présidente, qu'au Québec, ce sont plutôt des cours de français qu'on veut offrir aux immigrants pour les aider à s'intégrer à la communauté québécoise. Alors, même si, finalement, le dossier qui est devant nous est très ontarien, je vais prendre quelques minutes pour donner notre opinion là-dessus, mais je vais aussi en profiter pour parler, justement, de cette question d'intégration-là et des effets négatifs, entre autres, du multiculturalisme canadien sur l'intégration des immigrants. Alors, puisqu'on y est, la proposition d'aujourd'hui demande au gouvernement, finalement, de revenir en arrière sur les coupes en matière d'intégration. Il faut voir que c'est une question qui fait passablement de bruit à Toronto parce qu'il y a deux mouvements en même temps qui créent des coupures, des pertes importantes de financement pour des organismes à Toronto. Le premier, c'est que dans l'enveloppe globale, il y a une coupure par rapport à l'année précédente. Bon, ça reste une coupure. À mon sens, elle est inacceptable et inappropriée. Elle est très mal avisée. Quand on sait justement les coûts économiques qui sont engendrés par la non-intégration d'un immigrant, vaut mieux investir quelques millions de dollars de plus en amont pour faciliter l'intégration et économiser plus loin sur les coûts de non-intégration. La nature du fédéralisme étant ce qu'elle est, il se trouve que les économies sont faites par le gouvernement fédéral, mais les surcoûts supplémentaires, par exemple en assistance sociale ou en services sociaux, seront offerts par les provinces et le gouvernement fédéral semble s'en laver les mains comme c'est souvent le cas. Alors, il y a une coupure et malgré tout, si on regarde l'ensemble du programme, elle n'est pas si grande que ça en proportion. Alors, qu'est-ce qui fait finalement que ça a un impact si dramatique? C'est que l'enveloppe, elle est distribuée complètement différemment de ce qui se faisait avant. Et là, on va déplacer les ressources allouées pour suivre les immigrants. Alors, on nous dit qu'il y a de plus en plus d'immigrants qui s'installent en banlieue de Toronto, qui s'installent en Saskatchewan, en Alberta, et ainsi de suite. Donc, il faut que les fonds suivent. Disons que sur le principe, je suis plutôt d'accord, effectivement, que les ressources soient allouées en fonction des besoins. Là-dessus, je mettrais, par exemple, deux bémols majeurs. Je ne sais pas si ça existe vraiment, un bémol majeur, Madame la Présidente, mais pendant que je réfléchis à cette question, je vais quand même continuer. Deux hésitations, deux préoccupations majeures. La première, c'est que on n'a pas réussi au comité à m'expliquer clairement et de façon satisfaisante à mon égard comment on quantifiait là où sont les besoins. Alors, on nous parle des landing immigrants, là où les immigrants s'installent, landing même atterrissent si on veut. Est-ce que c'est là où ils vivent? C'est pas clair. Est-ce que les immigrants peuvent arriver à un endroit et ensuite se redéplacer? Est-ce qu'on les suit? Est-ce qu'on tient compte de mouvements qui pourraient être très épisodiques, mais qui n'ont pas de persistance dans le temps?
on n'a pas été en mesure de me donner d'explications satisfaisantes à cet égard. Deuxièmement, on n'a pas non plus réussi à quantifier est-ce que le besoin en termes de ressources est strictement proportionnel au nombre d'immigrants. Est-ce que la ville X, qui a 2 fois plus d'immigrants, a nécessairement besoin de 2 fois plus de ressources? À mon sens, ce n'est pas le cas, parce que vous aurez compris, Madame la Présidente, que certains types d'immigration, en fonction du pays où on provient, en fonction de notre bagage culturel, en fonction de notre bagage professionnel, peut nécessiter plus ou moins d'efforts en termes d'intégration. On nous a dit de la part des officiels du ministère que bon, il y avait quand même tenu compte du fait d'une distinction entre les réfugiés qui viennent ici parce qu'ils fuient la persécution et les immigrants qui sont sélectionnés par le Canada en disant à toute fin pratique qu'on peut compter pratiquement un réfugié comme 2 immigrants en termes de besoin d'accompagnement dans le processus d'intégration. C'est déjà mieux que rien. Ça me semble quand même assez grossier en termes de mesure des besoins. Et il me semble qu'on aurait eu avantage à se coller plus sur la réalité du milieu. Puis que s'il y a beaucoup d'organismes dans une région, même s'il y a peut-être moins d'immigrants, c'est peut-être parce que les immigrants qui connaissent le plus de difficultés sont concentrés dans cette région. Et à mon avis, je reviendrai en deuxième partie, il y a même des bonnes chances que là où les immigrants sont concentrés, il y a un phénomène de ghettoisation qui rend leur intégration encore plus difficile. Et ça, ben, c'est les effets délétères du multiculturalisme canadien. Alors, on aurait le deuxième problème avec ce transfert-là, en suivant les besoins ou le nombre d'immigrants qui peuvent partir, par exemple, de Toronto puis s'en aller à York ou à une autre ville autour, c'est le fait que la brutalité de cette transition-là. Et moi, j'ai posé des questions au ministère en leur disant, est-ce qu'on aurait pu faire la même chose avec des fonctionnaires? Est-ce que demain matin, on s'aperçoit que les besoins en matière d'immigration ne sont plus à Montréal, mais plus à Brossard ou même plus loin, à Sherbrooke? Est-ce qu'on peut déménager subitement 70 fonctionnaires d'un endroit à un autre, et puis ceux qui ne peuvent pas suivre, bien, tant pis pour vous autres, on va en embaucher des nouveaux, puis on va en congédier à l'autre endroit? Ça m'apparaît clair que ce n'est pas le cas, Madame la Présidente. Et à cet égard-là, je pense qu'il y a un problème d'attitude de la part du gouvernement envers les organismes, les groupes communautaires, des organismes de support aux immigrants, la plupart du temps à but non lucratif, qu'on utilise un peu comme du cheap labor, malheureusement, alors qu'ils font un travail fantastique, qu'on utilise sans considération et qu'on se permet de faire des modifications qu'on ne serait jamais capable de faire si c'était des services qui étaient assurés par la fonction publique. Alors, il me semble que le gouvernement aurait fait preuve de respect et ça aurait été plus judicieux de sa part de dire oui, on croit que les besoins se sont déplacés vers tel endroit et on va avoir un plan sur 3, 4, 5 ans pour transférer les ressources. Alors là, il nous dit non, il faut le faire immédiatement, brutalement, tout d'un coup. Alors, il va y avoir 2 problèmes. Le problème, c'est qu'aux nouveaux endroits où on va amener des nouvelles ressources, c'est pas dit qu'elles existent, c'est pas dit qu'il y a les travailleurs qualifiés pour offrir ces services-là, c'est pas dit qu'il y a les structures pour le faire et que si on le fait brutalement, rapidement, il y a des chances que, en faisant ça, il y ait une difficulté et même des surcoûts, des coûts supplémentaires quand on fait les choses un peu trop rapidement. Puis la deuxième chose, c'est qu'on laisse des gens qui ont consacré parfois leur vie et beaucoup d'énergie dans des organismes à les monter, à les assembler, puis que du jour au lendemain, ils se retrouvent sans travail et on a perdu ces ressources-là. Et c'est un problème, Madame la Présidente, de façon générale et répétitive dans tout ce qui concerne les relations de l'État avec des organismes et des groupes communautaires. Et ça dépasse bien ce qui se fait à la Chambre des communes ici, ce qui se fait en immigration,
c'est constamment le cas. Moi, je le revois souvent dans les organismes de ma circonscription, où on a des financements qui avant pouvaient être sur 2-3 ans, maintenant c'est sur 1 an, parfois 6 mois, où on a des organismes qui peuvent consacrer jusqu'à le tiers de leurs ressources à aller chercher des ressources financières, parce que c'est toujours des petits programmes courts et ils doivent continuellement changer leur programme pour correspondre à la volonté politique de l'heure du gouvernement. Et ça, c'est très épuisant pour nos organismes et c'est très inefficace comme société. Alors, je profite un peu de l'opportunité pour encourager les gouvernements à avoir une vision à plus long terme, plus stable, plus réfléchie, plus planifiée de l'interface entre ces organismes-là qui apportent un service à la collectivité et le gouvernement qui a des objectifs politiques et qui donne l'argent à ces organismes-là en échange d'un service qu'il estime utile et nécessaire. Alors, on voit que cette coupure-là est brutale, qu'il y a une coupure alors que les problèmes d'intégration persistent partout dans le monde, il faut le dire. Ce n'est pas particulier au Canada ni même au Québec. C'est toujours une épreuve difficile que de quitter son pays et d'aller dans un nouveau pays. Et on voit de plus en plus, malheureusement, à mon sens, qu'il y a des tensions entre les immigrants qui arrivent et les populations locales, de part et d'autre, chez la part des immigrants qui, des fois, ont une carrière professionnelle, ont des revenus, avaient des revenus ou étaient des personnes influentes dans leur société de départ parce qu'ils étaient ingénieurs, avocats, médecins, notaires, je ne sais trop quoi, et qui arrivent ici et qui, effectivement, connaissent des difficultés d'intégration, qui se retrouvent chauffeurs de taxi, quoique c'est quelque chose de très noble, chauffeur de taxi, vous en conviendrez, M. le Président, mais ce n'est pas nécessairement leur formation ou leur désir lorsqu'ils viennent au Québec ou même au Canada. Alors, il peut y avoir une certaine aigreur de ces personnes-là et une déception. Et de la part des populations locales, on voit qu'il y a des signes parfois de rejet, d'intolérance et parfois d'exaspération. On a l'impression que ces immigrants-là qui ne s'intègrent pas coûtent très cher à la société en services sociaux, en assistance sociale et ainsi de suite. Vous l'avez sûrement entendu, ce genre de ritournelle qui circule fréquemment sur Internet, dans les conversations, dans les cafés ou dans les restos. Alors, à mon avis, c'est donc primordial pour une société de mettre un effort important sur l'intégration. Et là, il va y avoir différents modèles d'intégration que les sociétés vont se donner. Au Québec, on a fait depuis longtemps le choix de l'interculturalisme, donc une vision proactive de l'intégration où on demande vraiment aux immigrants d'entrer pleinement dans la société d'accueil et de contribuer à cette société-là, de la développer, mais d'adhérer à une culture commune. Malheureusement, au Canada, c'est un autre choix qui a été fait, c'est le choix du multiculturalisme, donc le morcellement de la société en une multitude de solitudes qui partagent le même territoire, qui n'ont en commun finalement que les mêmes lois. C'est ce qu'on demande au Canada au niveau immigrants quand on regarde les documents préparés par le ministère de l'Immigration. Respectez nos lois. Pour le reste, vous pouvez continuer à pratiquer vos coutumes et vos traditions et non seulement on dit vous pouvez le faire, mais on l'encourage. On va promouvoir nos différences. Et ça, c'est le modèle multiculturaliste canadien. Il est semblable à celui en Angleterre, qui a connu les mêmes difficultés et les mêmes ratés en termes d'intégration. Et c'était la particularité canadienne, évidemment, c'est qu'à l'époque où ça a été mis en place par Pierre-Éliott Trudeau, c'était aussi une volonté de marginaliser la nation québécoise, le peuple du Québec, en disant ben, vous êtes qu'un groupe culturel parmi tant d'autres. Ben oui, il y a les Canadiens français, il y a les Québécois, il y a les Canadiens d'origine ukrainienne, il y a les Canadiens d'origine italienne, puis c'est tous des groupes multiculturels. Alors, évidemment, au Québec, ça a toujours été
rejeté. Et ça, c'est pas une lubie de souverainistes, là. Dès Robert Bourassa, dès le départ, il avait écrit à Pierre-Éliott Trudeau pour lui dire qu'il ne voyait pas comment le multiculturalisme pouvait s'appliquer au Québec. On a eu donc tous les gouvernements souverainistes comme fédéralistes à Québec qui ont rejeté cette approche-là. Dernièrement, la commission Bouchard-Taylor, qu'on ne peut pas accuser d'être hostile aux questions d'immigration, même plutôt un modèle de modération, a elle aussi reconnu que le multiculturalisme n'est pas une voie d'avenir en termes de modèle d'intégration pour le Québec. On a des voix très à gauche, comme Julius Gray, qui est attaché au NPD, que lui aussi a reconnu que ce n'était pas une solution. Et dans les faits, même si le Québec n'est pas en mesure de pleinement promouvoir son modèle d'intégration, puisque les immigrants qui arrivent ont un message contradictoire. Ils arrivent au Québec, on leur dit oui, venez dans cette culture commune de la nation québécoise. Et en même temps, après ça, quand ils passent à Ottawa, on leur dit non, non, mais ici, c'est le multiculturalisme, on promouvoit les différences. Malgré cette différence de message-là, on voit que les résultats, concrètement, sont différents et à l'avantage du Québec en termes de non-ghettoisation. Et on le constate aussi en termes d'acceptation de la question de l'immigration. On a vu, par exemple, il n'y a pas si longtemps, sondage de la firme Gallup, si ma mémoire est bonne, où on demandait aux gens, aux citoyens, est-ce que vous avez une perception positive de l'immigration? Est-ce que c'est une bonne chose pour la société? Et on voyait que le Québec était la province qui avait la meilleure perception de la question de l'immigration avec la Colombie-Britannique et que partout ailleurs au Canada, on avait une vision moins positive de l'immigration. Alors, moi, je soumets, Madame la Présidente, que si au Canada, dans le reste du Canada, on a une vision, on est plus fermé à l'immigration, qu'on peut avoir plus de crainte et plus de préhension qu'on l'a au Québec, c'est parce que le modèle de multiculturalisme canadien, en ségrégationnant les individus, en promouvant leurs différences plutôt qu'en accent à l'appartenance à une culture commune, produit plus de tensions, plus de friction. Et finalement, on peut se rendre compte que dans une région comme Toronto, où il y a énormément d'immigration, il y a moins d'acceptation sociale qu'il va en avoir à Montréal, où il y a beaucoup d'immigration, mais il y en a beaucoup moins qu'à Toronto. Et ça se manifeste même, et je sais que le ministre va être préoccupé, va être d'accord avec ça, parce que je sais qu'il est très préoccupé par les gestes antisémites qui se posent au pays. Je sais qu'il est très concerné par toute cette question de la violence envers les Juifs. Et quand on regarde les statistiques, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup moins de gestes antisémites à Montréal qu'il y en a à Toronto. Et ça, même si on tient compte évidemment que Toronto est une plus grosse ville que Montréal. Alors on voit moins de gestes antisémites au Québec, la population qui se déclare plus ouverte à l'immigration au Québec que dans le reste du Canada. Il me semble qu'il y a quelque chose à tirer là-dessus et qu'à tout le moins, si le Canada ne veut pas renoncer à son modèle de multiculturalisme, il devrait à tout le moins permettre au Québec, lui, de continuer de promouvoir et développer son propre modèle sans lui mettre de bâton dans les roues. Et à cet effet-là, le Bloc québécois a déjà proposé un projet de loi ici en cette Chambre pour modifier la loi canadienne, pour dire, bon, d'accord, multiculturaliste, si c'est ce que le Canada veut, c'est son choix. Maintenant, au Québec, il y a un autre choix qui a été fait, qui est unanime, qui traverse les lignes politiques, et on voudrait que le Québec soit soustrait au multiculturalisme canadien. Malheureusement, ça a été rejeté par les trois partis fédéralistes en cette Chambre. À mon avis, c'est très dommage. Il y a quelque chose là qui est pénalisant pour le Québec, mais surtout qui est pénalisant pour les immigrants, parce que dans un modèle comme celui du Québec, on se rend compte que finalement, il y a un meilleur vivre ensemble avec une politique d'intégration active où les gens, sans renoncer à ce qu'ils sont, s'intègrent à la culture commune et enrichissent cette culture commune-là. Merci, M. le Président.
Questions et commentaires. L'honorable ministre de la Citoyenneté et l'immigration. Merci, Monsieur le Président. Ça a été un tel discours, Monsieur le Président, sur toutes sortes de sujets mon honorable, mon homologue du Bloc québécois. Cela étant dit, je crois que la motion de concurrence est au sujet des fonds fédéraux pour l'intégration. Je dois dire que depuis l'arrivée de ce gouvernement, on a vu une augmentation on a triplé effectivement les investissements fédéraux dans les services d'établissement pour les nouveaux arrivants, y compris le Québec. Comme le député a dit, le Québec a une situation particulière à cause de l'accord Canada-Québec sur l'immigration de 1991, où il y a une formule pour les augmentations des fonds fédéraux versés au Québec pour ces services-là. Effectivement, cette année, on va verser environ, je crois, 240 millions de dollars au Québec pour les services d'établissement, y compris la formation linguistique. Mais certaines communautés culturelles et des immigrants au Québec ont soulevé avec moi certaines inquiétudes qu'il n'y a pas une transparence, un reportage de comment le gouvernement du Québec dépense ces fonds-là qui sont versés par le fédéral pour les services d'immigration. Donc, j'aimerais inviter mon homologue à faire commentaire s'il partage leur inquiétude que ces fonds fédéraux vont au gouvernement du Québec et sont dépensés sur peut-être les autres priorités. Et comment est-ce qu'on peut s'assurer que tous ces fonds-là sont destinés aux services pour les immigrants, sont effectivement ciblés sur ces services-là et pas dépensés autre part? L'honorable député de Jean-Lebert. Bien, merci, Monsieur le Président. Il y a certainement un débat à faire au Québec et une critique à faire du gouvernement libéral à Québec sur la façon dont il dépense les fonds pour l'intégration des immigrants. Et je suis content de voir le ministre de l'Immigration reprendre la préoccupation qui a été rapportée par Pauline Marois et le Parti québécois dès la prise du pouvoir du Parti libéral à Québec. La première mesure qu'il a prise en termes d'immigration, c'est des coupures dans les budgets de francisation des immigrants. Alors là-dessus, que ce soit le Bloc québécois, le Parti québécois ou le ministre de l'Immigration, on est extrêmement préoccupés par ces décisions-là. Mais ce sont des décisions du gouvernement du Québec. Et il faut respecter qu'une fois qu'on a conclu une entente, que c'est le gouvernement qui prend ces décisions-là. Et donc, le combat de ces organismes-là doit se tourner vers le gouvernement du Québec. Et j'ai bonne confiance que dès la fin de l'actuel mandat de ce gouvernement-là, ou peut-être, souhaitons-le, plus tôt, il y aura des élections au Québec qui nous permettra de doter un gouvernement qui a vraiment une vision proactive de l'intégration des immigrants dans la société québécoise. Mais ce n'est pas Ottawa, de façon paternaliste, qui va venir dire au Québec comment dépenser l'argent en matière d'immigration. Maintenant, sur mon exposé comme tel, j'ai bien indiqué dès le début que, évidemment, c'était une question éminemment torontoise. J'aurais de la difficulté à parler 20 minutes de ça, mais ce que j'ai voulu démontrer, c'est l'importance d'investir, que ce soit en Ontario ou au Québec, dans l'intégration des immigrants, parce que cette intégration-là peut produire des résultats majeur sur l'acceptabilité de la question de l'immigration. Et j'ai illustré comment, au Québec, nos politiques ont fait qu'on est plus ouvert à l'immigration que dans le reste du Canada. Questions and comments? Questions and commentaires. The honourable member for Mississauga South. Thank you, Mr. Speaker. And I listened with interest to the member's comments, and I have to reflect on my experience as an accountant and auditor prior to becoming a member of Parliament. Where a couple of my clients were, in fact, settlement services. And one of the things that I noted about them, because one of them actually went out of business because it got unionized. A union came in and decided to unionize the staff. The member will well know, and the minister will well know, that the funding for human resources from either level of government is fixed. And it can't change, and so that they couldn't afford to stay open because they couldn't afford to pay
the salary demands of the union that was set up. So the question for the member, Mr. Speaker, is not a matter of the fact that there were cuts, but whether the cuts were done in a way which is transparent. Because it would seem to me that if there is a requirement to save money in that area of settlement services, that it really takes an approach, Mr. Speaker, which is basically to close down those that are not providing efficient services, as opposed to chipping away at the foundations, the foundational funding of some of these settlement services. The government has not, I don't believe, been transparent in that regard. And Mr. Speaker, I wonder if the member would care to comment. L'honorable député de Jean Lebert. Merci, M. le Président. Mais je pense qu'effectivement, dans mon exposé, j'ai parlé au tout début du fait que le gouvernement n'a pas été en mesure de répondre à ma satisfaction sur les effets de cette transition brutale-là, de cette coupure, d'une part, et de la transition brutale de ces coupures-là, de ces montants-là de Toronto vers d'autres endroits, en Ontario ou au Canada. Et il me semble que là-dessus, il y a aucune considération, aucune préoccupation pour les ressources humaines, pour les gens, pour les individus qui travaillent dans ces organismes-là et qui offrent des services aux gens. Alors, d'une part, ça n'a pas été fait. On a, dans les présentations qui nous ont été offertes par les hauts fonctionnaires, dit oui, mais on a un souci d'assurer une bonne transition. Malheureusement, lorsque j'ai demandé des exemples concrets, on ne m'en a donné aucun exemple. Et dans aucun cas, par exemple, on va avoir donné d'argent à un organisme pour lui permettre de fonctionner pendant une période de transition. Questions and comments? The honourable member for Trinity Spadina. Thank you, Mr. Speaker. The 2011-2012 estimate just came out, and the Immigration Citizenship Department, you would see a decrease of $30.6 million to interim federal health program, global case management, and one of which, the interim federal health program, what it does is assist new immigrants in finding good jobs in the health field, for example, assisting them to get internship in hospitals so they can practice as doctors, as you know, Canada needs. And the minister tells me that maybe that cut will not have drastic impact to immigrant settlement services. Perhaps the member can comment to it. And it also has a decrease of $7.5 million in funding related to managing the immigration program backlog. What it does have is a good increase of to the Canada-Quebec Accord, $259 million in total of transfer, which helps the Quebec immigrants. I just wish that this is extended across the country so that it's a 2% increase across the board. Instead, we see that there's a decrease outside Quebec. So I just want some comments from the member there. Honorable député de Jean Lebert. Oui, Monsieur le Président, je n'ai pas eu l'occasion d'étudier en détail les crédits auxquels ma collègue faisait référence. Par contre, à mon sens, le programme de santé intérimaire porte plus sur les médicaments qui sont offerts aux réfugiés, à moins que je me trompe. C'est d'ailleurs un sujet qu'on a eu aujourd'hui en discussion en comité, où on se préoccupe du fait que le gouvernement fédéral refuse toujours de venir à une entente formelle avec l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires pour assurer un service aux réfugiés en territoire québécois, peu importe dans quelle pharmacie ils se présentent. Ce refus-là du gouvernement est d'autant plus incompréhensible que le gouvernement fédéral, dans 4 autres de ces instances, a conclu ce genre d'entente-là. On peut parler de la défense, on peut parler de la GRC, des anciens combattants et des questions autochtones. Alors, c'est beaucoup plus simple de conclure une entente avec la QPP, parce qu'à ce moment-là, les 1800 membres sont obligés de s'y conformer et d'offrir le service aux réfugiés, qu'on soit à Montréal, à Dolbeau ou en Gaspésie. Malheureusement, le gouvernement semble s'opposer à ce syndicat de pharmaciens-là et qui est une mesure spéciale pour le Québec. C'est bien dommage, M. le Président.